Donc nous allons parler ensemble, mes chers amis, de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, donc, qui est un mouvement apparu en 1895 où Samuel Bing, un marchand d'art à Paris, a ouvert une galerie d'art appelée Maison de l'Art Nouveau. Il est donc précurseur du mouvement et le mouvement donc est baptisé comme son magasin l'Art Nouveau. C'est les Galeries Lafayette en plus, en fait. Voilà. Moins réputé que Nancy et son école Art Nouveau, ou encore Bruxelles et les hôtels de Victor Horta, Paris n'en demeure pas moins une ville riche en réalisations de style Art Nouveau. L'Art Nouveau a dominé la scène culturelle pendant une brève mais non moins brillante période couvrant la fin du XIXe siècle, des années 1890 à la Première Guerre mondiale. Tous les domaines, de l'ameublement domestique et de l'art décoratif à l'architecture, en passant par l'art publicitaire, étaient caractérisés par l'élégance curviligne et les formes organiques propres à la nature. Encore aujourd'hui, plus d'un siècle après l'émergence de l'Art Nouveau, des artistes et des créateurs continuent de s'inspirer des éléments floraux, des caractéristiques et couleurs naturelles de ce style immuable. L'Art Nouveau est présent à Paris de façon multiple et dans tous les arrondissements. Les maîtres d'œuvre de cette architecture Art Nouveau à Paris furent nombreux. Les plus connus et les plus prolifiques furent Hector Guimard et Jules Lavirotte. L'immeuble Le Castel Béranger est un des chefs-d'œuvre majeurs de l'Art Nouveau français. La propriétaire du terrain, Madame Veuve Fournier, amateur d'insolites, demande à Hector Guimard, encore jeune et pratiquement inconnu, d'y construire un immeuble de rapport qui comportera 36 appartements. Il applique ici les principes préconisés par l'architecte et théoricien Eugène Viollet-le-Duc, rejet de la planéité et de la symétrie. Ce dernier point est une caractéristique essentielle de l'Art Nouveau, mes amis. La presse et le grand public, habitués à la règle de la symétrie, ne réagirent pas tous positivement à ce genre d'architecture traitée à la façon d'un sculpteur. Hector Guimard obtint avec cet immeuble le premier prix de la plus belle façade de la ville de Paris en 1898, concours organisé par le Figaro. L'immeuble est bâti en pierre les 2 premiers étages et la partie latérale gauche du castel. Pour le reste, Guimard utilisera des motifs de briques roses et pâles et de la pierre meulière dans les façades sur la Villa Béranger. Le vestibule est tapissé de chaque côté par des panneaux de grès vernissés, dont les tonalités vertes apparaissaient de temps à autre cuivrées, briquets sortis du four ou émaillés. Des hippocampes en fer grimpent le long de l'immeuble et les colonnes qui ouvrent sur l'entrée de service rappellent discrètement des phallus stylisés. Bon. Dans la cour donnant sur la villa, une fontaine aux formes originales. En même temps, je ne sais pas aller la voir. Bon, j'espère que j'ai des photos, hein, mais là, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas encore allée chercher. J'espère que j'ai des photos à vous montrer du phallus original, là. C'est un art total qui occupe tout l'espace disponible. Il abolit les frontières entre art majeur et art mineur, c'est-à-dire entre l'art et l'artisanat. Toutes les autres techniques qui vont avec font partie intégrante du mouvement. Il met à l'honneur de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques. Il met en place un univers personnel, considéré comme favorable à l'épanouissement de l'homme moderne du début du XXe siècle. Les matériaux principalement utilisés dans l'Art Nouveau sont ceux que nous venons de voir avec la Villa Béranger. La brique de couleurs très variées, pastel, beige, grise, rosé, rouge, on dirait du vin, ainsi que la pierre meulière,
abondante en région parisienne, permettant d'éviter la monotonie des façades. Il y a aussi la ferronnerie, avec le fer, l'acier, le bronze et la fonte. Le métal est travaillé en ruban, en torsade, en volute ou en rinceau. La fonte a l'avantage de pouvoir se mouler. Le bois, utilisé pour la confection des meubles, en acajou du Brésil, chêne, noyer, poirier, ébène ou sycomore. Pour la marqueterie, Eugène Gaillard et surtout Émile Gallet et Louis Majorel sont les plus représentatifs. La mosaïque a été Traf à la raqueterie, à la Filstuc. Flurablik la knif, la reflure la mosaïque. Elle a été fréquemment employée et certaines œuvres significatives léguées par des artistes furent à l'origine d'une véritable renaissance de la mosaïque en Europe occidentale. C'est le cas en particulier du pavement dans les entrées des maisons dessinées par Victor Horta ou Hector Guimard, ou bancs ou des plafonds du parc Güell dessiné par Gaudí. Le verre, matériau qui se prête à toutes les exubérances, a été particulièrement prisé pour décliner l'art nouveau. Au contraire du mobilier qui s'est éclairci, les artistes verriers ont joué avec l'opacité, les camés. Oula, moi je touche pas à ça, hein. Oula, non, moi je touche pas à ça. Je suis pas. Bref. Ils jouent avec l'opacité, les superpositions, les indusions, donnant à ce matériau des formes et aspects jamais atteints dans le passé. Enfin, la céramique. En 1900, elle triomphe dans les grès aux reflets d'incendie, dits flambés, ou à des reflets métalliques, dits irisés. À l'opposé, certaines manufactures produisent des objets décoratifs en porcelaine sur fond blanc, autrement appelés biscuits ou émaillés de teinte claire. Étonnamment méconnues du grand public, les façades en céramique se sont fondues dans la banalité du quotidien, ne captant ni le regard ni l'attention du passant. Pourtant, leur couleur éclatante, leur résistance aux assauts du temps, la beauté de leur décor en font des éléments phares dans le tissu urbain égayant la grisaille. C'est bien ce qu'il nous faudrait par chez nous. Le Céramique Hôtel de Gilles Lavirotte. L'hôtel est construit en 1904 par l'architecte Jules Lavirotte. Les céramiques sont réalisées par le céramiste Alexandre Bigot. Les sculptures par Camille Alaphilippe. L'immeuble est lauréat de l'édition 1905 du concours des façades de la ville de Paris. La façade et la toiture sur rue de l'édifice sont inscrites au titre de monument historique en 1964. La nature était une inspiration universelle de l'art nouveau. Elle fut traitée de manière multiple et complexe. Les libellules, les papillons, les crustacés et les serpents, les lézards, les hippocampes, les pans et les lianes tropicales, les orchidées, les iris, les nénuphars, les coquelicots, les narcisses et les tulipes et bien d'autres éléments de la flore et de la faune exotique apparaissaient sur les objets en verre, en céramique, dans les intérieurs, dans les livres et dans les illustrations. L'Art nouveau s'inspire du Japon, qui revint au goût du jour au milieu du XIXe siècle. À partir de 1862, le travail des artisans japonais pouvait être admiré dans les expositions universelles à Londres. L'influence de l'art japonais en Occident est connue sous le terme japonisme. La nature érotique était une caractéristique commune des œuvres décoratives de petit format et autres bijoux, meubles, peintures et impressions de l'époque. Les femmes étaient des figures représentatives de la pureté et de la tentation. Dans l'art des affiches, dont l'un des pionniers était Jules Chéry, les femmes étaient insouciantes et mutines. Mais celui qui saura les rendre plus belles, qui en fera de véritables muses, qui saura montrer leur véritable beauté en les mettant en scène, c'est Alphonse Mucha est un peintre et artiste décorateur tchèque qui déménage à Paris pour travailler pour le lithographe champenois. C'est un créateur polyvalent qui peut aussi bien travailler sur les textiles, le papier peint, la bijouterie et l'argenterie.
ses œuvres se reconnaissent immédiatement et ont fait l'objet de nombreuses imitations.